Nini Kherra Enkemet, Inejher Chen. Bienvenue sous le soleil d'Égypte, bonjour à vous. Nous débutons à présent une série de vidéos consacrées à l'art égyptien. Un petit message, un petit changement concernant le format des vidéos. Elles seront plus courtes pour me permettre un montage plus facile et plus rapide, mais vous les retrouverez toutes dans une playlist consacrée à ce thème. Le rythme de production de vidéos change lui aussi et il arrivera qu'il y ait une ou plusieurs vidéos par semaine. Dans tous les cas, mes chers auditeurs, vous ne serez pas lésés et vous aurez toujours vos petits rayons de soleil d'Égypte. Cette introduction vous permettra de connaître les points essentiels et les caractéristiques de l'art égyptien. La beauté de l'art égyptien ne cesse de nous émerveiller, mais l'idée de l'art ayant une fonction au-delà du plaisir esthétique est étrangère aux notions classiques et modernes de l'art. Le sculpteur ou le peintre égyptien s'efforçait de capturer un sujet, non pas dans un moment de bonheur ou de tristesse, mais le représenter sous une forme idéalisée, pour toujours, pour l'éternité. L'entreprise de ces artisans est sans égaux ou besoin de reconnaissance personnelle. Elle est réalisée dans l'éloge et le maintien de l'ordre cosmique, la Ma'at. Toute création avait un but pratique, assurer la prospérité et le triomphe de l'Égypte, procurer la survie des individus. L'art égyptien n'a pas pour objectif de refléter exactement la réalité, mais plutôt d'élaborer des compositions porteuses de sens à partir d'éléments puisés dans le réel. À ce titre, il est régi par des conventions et des codes précis. Le beau n'avait pas de valeur en lui-même. Nous dirions, en termes modernes, que l'intention suprême était d'action magique. Les artisans sont au service de cette énorme machinerie d'ordre religieux et funéraire qui organise la société égyptienne. Ils sont inconnus car ils ne signaient pas leurs œuvres. Les quelques artistes qui sont connus le sont par des mentions de leur tombe ou de leur matériel funéraire. Sur les 3 millénaires de l'histoire de la civilisation égyptienne antique, nous remarquons tous une certaine unité du style égyptien. Au service des croyances religieuses et des rites, l'art égyptien ne pouvait que procéder du traditionnalisme le plus strict, et il a peu évolué dans le temps. Nous utilisons aujourd'hui le terme « art », mais en égyptien ancien, il n'existe pas de terme pour désigner l'art ou une œuvre d'art ou les artistes. Ces mots si importants dans notre civilisation occidentale moderne ne doivent pas être employés pour l'étude des productions artisanales de l'Égypte antique. Le concept d'art pour l'art est étranger à cette civilisation. Cependant, dans la langue égyptienne, il existe de nombreux mots particuliers pour décrire les différentes professions des artisans. Sculpteurs, charpentiers, orfèvres, artisans du cuivre, joailliers, faïenciers, les fabricants de cuirasses, de chars, d'arcs, de perles, de cordes, d'éventails, des potiers, etc., etc. Parlons à présent du sculpteur. Le sculpteur, celui qui façonne les statues, a une fonction qui ne se limite pas juste au façonnage d'un bloc de pierre ou d'un morceau de bois à l'image de son modèle. Le mot utilisé pour le désigner suggère une interprétation de son rôle. Il est celui qui fait vivre, se'anr, celui qui donne vie à un objet. Dans ce mot, vous reconnaissez le mot vie, anr. Il est précédé par un préfixe s qui permet de former les verbes causatifs. Anr, vivre, se'anr, faire vivre. Et puisque nous parlons d'une personne, nous terminons le mot avec un déterminatif du personnage assis. Se'anr, celui qui fait vivre le sculpteur. En outre, l'acte de façonner un objet de ses mains se disait en égyptien « mess », donner naissance. En effet, dans les époques anciennes de l'Égypte pharaonique, la naissance d'une statue divine était un événement mémorable et il donnait son nom à l'année entière. La naissance de la statue d'Anubis, par exemple, permettait de distinguer l'année X du règne du roi Y. Par la suite, la signification originale du terme de naissance est passée au second plan, et on parlait également de naissance pour des objets autres que des statues, tels des couronnes, la cabine d'une barque divine ou ses cordages, objets divins certes, mais peu susceptibles d'être animés de la puissance divine, comme peut l'être une représentation d'un dieu ou d'un roi. Il faut essayer de comprendre que ces expressions doivent être prises au sens littéral afin d'approcher la nature et la raison d'être des productions artisanales égyptiennes. Dans les premières sociétés humaines, le rôle de l'image est primordial.
On suppose que les Égyptiens accordaient aux idoles et aux représentations des propriétés dépassant largement ce qu'elles laissaient avoir. Ils accordaient de grands pouvoirs magiques aux images. Elles sont vivantes. Elles possèdent une part de l'essence divine d'un dieu ou une partie de la personnalité spirituelle d'un individu. Le fait de représenter un dieu, un humain, un animal, un objet, le fait exister dans un autre monde afin de garantir son efficacité dans celui-ci. En représentant un objet, des animaux, ces artisans croyaient pouvoir en faire une réalité. C'est pourquoi la culture du blé, la chasse et la pêche étaient des sujets si populaires, dans le décor des tombes par exemple. Une statue, après avoir subi certains rites, où l'on ouvrait sa bouche et ses yeux, pouvait prendre sa part d'offrande déposée dans un temple ou dans une tombe. On croyait même qu'un dieu au travers de sa statue pouvait exprimer son opinion, en bougeant une partie de son corps, ou par les mouvements de sa barque lors des processions, évidemment avec l'aide des prêtres qui pratiquaient cette technique oraculaire. Mais l'idée que l'image était dotée de vie ne fait pas de doute. Par exemple, une figurine avait la faculté de s'animer pour faire le bien ou le mal, selon les incantations prononcées sur elle. Un petit crocodile de cire pouvait magiquement grandir et atteindre la taille du vrai animal pour se saisir d'une malheureuse victime et le dévorer. Autre exemple, afin de minimiser les effets destructeurs du dieu Seth, on pouvait créer une effigie à son image que l'on s'empressait de détruire. Ainsi, les productions des ateliers de sculpteurs n'étaient jamais des objets inanimés. Le sculpteur avait donc des pouvoirs mystiques créateurs qui transparaient dans son nom, de « celui qui fait vivre ». Sans aucune surprise, ceux qui exerçaient une profession si essentielle étaient souvent prêtres, avec un accès au savoir magique. C'est le dieu local de la ville de Memphis, Ptah, qui devint le maître des artisans. Son grand prêtre portait même le nom de Ur-Emhu, le plus grand des artisans. Petite parenthèse hiéroglyphe. Le mot artisan, Hemuhu au singulier, est écrit avec le premier signe que vous voyez, qui a pour valeur phonétique hem, représente un instrument pour forer la pierre qu'on appelle un trépan. On le retrouve dans le mot hemut qui signifie travail, artisanat, fabrication et bien entendu le mot pour artisan, dont le patron est Ptah. Lorsque les prêtres de Memphis ont constitué une cosmogonie pour expliquer la création du monde, ils ont mis en avant leur dieu local. Ils donnèrent donc à Ptah le rôle de démiurge qui créa le monde en concevant des idées qu'il exprima par le verbe. Ce qu'il avait prononcé venait à l'existence. Concept sophistiqué qui n'a pas de lien avec le rôle de Ptah en tant qu'artisan suprême. D'ailleurs, le nom du dieu Ptah est formé à partir du verbe peteh, qui veut dire créer. On retrouve aussi cet aspect particulier dans la personnalité du dieu Khnum d'Esna, en Haute-Égypte. D'après les textes, Khnum créa les artisans et façonna les dieux potiers. Selon d'autres traditions, il aurait modelé les premiers humains sur son tour de potier. On peut rapprocher ces actions divines de celles des sculpteurs dans leurs ateliers. Comme Ptah ou Khnum, le sculpteur organise la matière. Autre artisan, le dessinateur, dont la tâche difficile était de passer de 3 à 2 dimensions. Cette profession se nomme Sesh Kedou, le scribe des contours, celui qui représente la forme. Le mot ked, forme, doit être compris dans son sens le plus large, c'est-à-dire désignant les contours visibles, mais aussi la nature et le caractère de l'objet. Les Égyptiens portèrent l'excellence du travail du dessin à un niveau de perfection. Sculpteurs et dessinateurs en ont une grande maîtrise. L'artisan qui venait ensuite mettre les aplats de couleurs avec ses pinceaux et sa palette de couleurs primaires suivait le dessin préparatoire de celui qui a conçu l'œuvre gravée, sculptée ou dessinée. La répartition des couleurs était très tôt déterminée et il n'y a que rarement des touches d'originalité en peinture. La notion de peinture n'existait pas seule indépendamment du travail des dessinateurs et des sculpteurs. Mais il ne faut pas négliger le travail et la maîtrise des coloristes. Ces métiers étaient transmis de père en fils. Les apprentis apprenaient en faisant des copies d'œuvres antérieures sur des murs ou sur des ostracas, morceaux de pierre ou des tessons de poterie. Ils esquissaient le brouillon en rouge et le maître corrigeait en noir. À propos de celui qui dessine les formes, le scribe des contours,
Pour les réalisations en 2 dimensions, il n'est pas comme le sculpteur désigné comme celui qui donne la vie. Pourtant, la maîtrise de sa technique devait elle aussi posséder des qualités magiques, comme pour les statues ou les figurines. Toute représentation avait un but quel qu'il fût, et c'est pourquoi la notion d'art pour l'art n'a aucun sens pour les productions artisanales égyptiennes. Il y a un aspect étonnant concernant tous ces artefacts, c'est l'anonymat constant de ceux qui ont produit ces œuvres. Surtout lorsqu'on pense à l'importance du nom en Égypte antique. Son importance est telle que la représentation d'un individu en statue ou en relief ne remplissait sa fonction que si le nom de la personne apparaissait sur ou auprès d'elle. Les sculpteurs et les dessinateurs ne signaient jamais leurs réalisations. Il en est de même pour les grandes œuvres littéraires de la civilisation égyptienne qui sont elles aussi anonymes. On connaît quelquefois le nom du scribe qui a recopié le papyrus, mais encore plus rarement celui de l'auteur. Si des noms de dessinateurs ou de sculpteurs nous sont parvenus, c'est grâce aux tombes des statues, des reliefs ou autres monuments réalisés pour eux, sans que l'on sache s'ils ont participé à leur création. Par exemple, le sculpteur Bak, qui vécut vers 1400 avant notre ère, sous le règne d'Akhénaton. Il fit sculpter une représentation de lui-même et de son épouse en haut relief. Son nom et son titre sont plusieurs fois inscrits dans les textes de ce groupe statuaire, mais aucune mention qu'il a fait de ses mains cette statue. Autre exemple, les sculpteurs Ibamon et Ipuki, qui furent inhumés dans la nécropole thébaine sous la 18e dynastie au Nouvel Empire, ont représenté dans leurs tombes, qu'ils partagent, les différentes activités de leur atelier. Mais il n'y a pas de mention de leur nom sur ces scènes au-dessus des personnages. On a l'impression que seul compte le résultat final et l'effort collectif pour y parvenir. Il n'y a pas de glorification individuelle de l'artisan. L'uniformité de l'art égyptien est remarquable. Il n'a guère changé au cours des 3 millénaires de l'histoire de ce pays, du moins globalement. Un novice ne saurait d'emblée faire la différence entre une statue datant de l'Ancien Empire vers 2500 avant notre ère, d'une statue du Moyen Empire, du Nouvel Empire, ou bien encore d'une statue de l'époque ptolémaïque vers 300 avant notre ère. Cependant, on reconnaît tous une statue de facture égyptienne. Les critères déterminés dès le début de la civilisation égyptienne sont restés stables et semblent n'avoir que très peu été remis en cause, si on fait abstraction de l'épisode amarnien, avec Akhénaton. La transmission des savoirs et des techniques n'est pas la seule chose qui a permis cette uniformité à travers les millénaires. Comment ces artisans concevaient-ils leur métier ? Ils ne travaillaient pas pour leurs propres besoins de créer et répondaient à des commandes bien précises d'objets dont la fonction est en lien avec la vision du monde de cette civilisation. La vie, la mort et le maintien de l'équilibre du monde. L'existence fait partie d'un cycle immuable aux phases récurrentes, vie, mort, renaissance, à l'image des mouvements des astres du cosmos, soleil, lune, étoiles, et sur Terre au rythme des crues, des saisons et de la croissance des végétaux, de la vie animale, qui se sont inscrits dans les croyances religieuses et funéraires. La vie obéit aux règles établies par le Créateur. La stabilité du pays était garantie par l'effort de toute une société et sa solide organisation. Les productions artisanales sont souvent un indicateur de sa prospérité et de sa réussite. Lorsque la succession régulière des dynasties est interrompue par des dissensions internes ou par des envahisseurs étrangers qui ébranlent la société égyptienne et que le pouvoir central n'est plus, laissant le pays divisé en plusieurs entités politiques, l'administration se désorganise et l'on constate que la qualité des productions artisanales décline. Inversement, lorsque les rois et l'administration assument fermement leur rôle et que la stabilité revient, l'art est florissant et les œuvres abondent. La tradition artisanale était si forte que même après ces périodes de désordre, les artisans retrouvaient leur savoir et maîtrise. On continuait comme auparavant, surpassant parfois ce qui fut créé avant eux. La vie dans l'au-delà faisait partie intégrante de la vie quotidienne de l'Égyptien ancien. Même s'il ne faut pas se laisser tromper par le fait que la plupart des vestiges viennent des monuments funéraires, je vous rappelle que si les monuments funéraires ont survécu, c'est qu'ils ne se trouvent pas dans la zone inondable de la vallée, conservée par l'environnement désertique où se trouvent les nécropoles. Malheureusement, suite aux crues multimillénaires, les villes et les villages de la vallée ont disparu, et seuls quelques monuments en pierre subsistent.
Nous percevons donc la société égyptienne antique en grande partie à travers les monuments funéraires et les temples. Pour l'Égyptien ancien, il était normal d'organiser de son vivant sa propre vie après la mort. Ils avaient remarqué que malgré les talents des techniciens embaumeurs, un corps momifié pouvait s'abîmer, alors qu'une image sur un matériau comme la pierre pouvait perdurer dans le temps. Une statue ayant reçu les rites de rigueur peut remplacer le corps si fragile de l'individu. Les représentations sur les murs des tombes ou sur ou dans le cercueil sont susceptibles de remplir le même rôle. La tombe est une maison d'éternité, Per Jet. Les images à l'intérieur sont faites pour durer éternellement. Les artisans avaient donc une tâche rituelle et magique de créer l'environnement adéquat pour que le commanditaire puisse entreprendre son voyage dans l'au-delà. Le sculpteur qui travaillait à l'élaboration du décor d'un temple participait à un projet tout aussi important. Le temple, outre le fait d'être la demeure terrestre d'un dieu susceptible de mettre une part de son essence dans sa statue, est conçu par les Égyptiens anciens comme un modèle réduit de l'univers. Les dallages irréguliers du sol rappellent la terre recouverte du lémon fertile de la crue, en train de craqueler au soleil. Les colonnes sont des bouquets de végétaux liés ensemble, lotus, papyrus, palmiers, qui croissent sous un plafond constellé d'étoiles, images du ciel. Ces images inscrivent l'action du Dieu dans les limites de la création. Dans les cosmogonies égyptiennes, la création apparaît sous la forme d'une colline émergée du Noun, l'océan primordial, le non-être. Sur cette butte de terre apparaît le Dieu créateur venu à l'existence par lui-même, qui donne naissance à tous les autres dieux et aux hommes et à l'ensemble de la création. Cependant, le non-être, le désordre, le chaos demeurent autour de la création, prêts à le détruire. Seule l'intervention des dieux au travers les actions du souverain et des hommes permet de préserver la ma'at, la stabilité de l'ordre cosmique et sociétal, par le culte et la pratique de la magie. C'est ce que symbolisent les offrandes quotidiennes présentées dans le temple par le roi, représentées sur les scènes, mais en pratique effectuées par les prêtres qui le représentent. De ce fait, participer à la construction d'un temple, reproduction du monde organisé, était un travail sacré. Ainsi, les sculpteurs et les dessinateurs créaient des œuvres de nature magico-religieuse. La volonté des artisans de maintenir le monde tel qu'ils le connaissent est donc leur motivation principale. L'uniformité de l'art égyptien part du postulat que dans ce monde, les changements ne sont pas nécessaires. Il y a des exceptions à cette règle, des représentations, disons, réalistes existent, mais cette volonté d'être réaliste est secondaire. Nous pouvons encore voir ces esquisses qui relèvent de l'art non officiel sur des ostracas, comme ceux retrouvés dans le village des artisans de Der el-Médina, ou des papyrus, de même que sur les rares décors de demeures qui nous sont parvenus, ou bien encore sur des petites statuettes. Pour remplir leur fonction magique, les œuvres devaient être correctement effectuées. L'idée d'une représentation correcte diffère grandement de celle qui apparaîtra plus tard dans les arts de la Grèce antique. Cela se perçoit notamment sur les reliefs et les peintures égyptiennes. Les artisans égyptiens ne recherchent pas à créer une représentation complètement fidèle à la réalité. Ils cherchent à représenter la complétude et la perfection. Ils ont mis en place un langage artistique codé qui sera compris aussi bien par un notable de l'Ancien Empire que par son semblable 2000 ans plus tard. Des sculpteurs de la basse époque, notamment durant la Renaissance saïte à la 26e dynastie, vers 500 avant notre ère, ont copié le style des bas-reliefs d'époques antérieures comme l'Ancien et le Moyen Empire. La forme artistique et le message exprimé est alors compris à travers les siècles. Les tâches des sculpteurs et des peintres comprenaient également la décoration de statues ou de cercueils, ainsi que des pièces plus banales, telles des meubles, des stèles. Cependant, la tâche la plus appréciée était la décoration des temples et des tombeaux. Les mêmes thèmes, la vie le long du Nil, des scènes de chasse, de pêche, de banquets, les scènes de l'au-delà, le pharaon rendant la justice, effectuant des offrandes et des rites, revinrent pendant des siècles, dans le même style distinctement plat et bidimensionnel. Les couleurs étaient uniformes et les formes organisées en bandes semblables en apparence à une bande dessinée moderne. Les animaux et les plantes étaient souvent représentés avec un naturalisme vif,
tandis que les personnes étaient généralement représentées dans un style plat et bidimensionnel. Cette recherche d'une représentation complète s'exprime dans la façon dont le dessinateur figurait le corps humain. Il sélectionne les angles de vue les plus caractéristiques et les combine ensemble. Les parties saillantes du corps sont représentées de profil et les autres par une vue frontale. De la tête, vue de profil, nous voyons le front, le nez, la bouche et le menton, de profil, tandis que l'œil est vu de face. Les bras et les jambes sont dessinés en profil avec des mains et des pieds identiques, soit deux mains et pied gauche, soit deux mains et pied droit, selon l'orientation du personnage. Ce n'est qu'à partir du Nouvel Empire, à la 18e dynastie sous le règne de Thoutmôsis IV, que l'on commence à distinguer la main droite et la main gauche, et de donner à l'un des deux pieds 4 doigts détaillés en plus du gros orteil. Le torse sert de liaison entre les différentes parties du corps. Les épaules sont montrées en face alors que le ventre est rendu de profil, le nombril indiqué par un point placé juste à l'intérieur du contour de l'estomac, qui semble donc vu de 3/4. La torsion du buste permet également de mieux montrer un élément de parure comme un pectoral. Chaque partie du corps humain est traitée le plus complètement possible pour arriver à une composition achevée. Le même principe est appliqué à d'autres représentations. Les offrandes présentées sur une table sont dessinées les unes au-dessus des autres, alors qu'en réalité elles seraient entassées les unes sur les autres. Ainsi, tous les divers éléments de l'offrande sont visibles. Les Égyptiens préfèrent représenter tout ce qu'ils savent exister, même si tous les éléments ne peuvent pas être perçus du même point de vue. Le but étant que tous les objets représentés doivent être visibles pour être efficaces et remplir leur rôle magique. Autre principe, on représente le contenu d'un contenant. Regardez cette scène du retour de chasse dans le désert dans le mastaba de Mereruka. Le hérisson est visible alors que celui-ci est enfermé dans une nasse. Tout comme sur cette scène dans le mastaba de Neferheptah, sur lesquels les oiseleurs mettent en cage des volatiles. Bien entendu, l'artisan égyptien était capable de représenter le corps humain tel que l'œil le perçoit. Il n'y a qu'à regarder la représentation des statues sur cette scène. La figure humaine est entièrement vue de profil, y compris les épaules avec un seul bras visible, et seul l'œil reste vu de face. La première étape dans le travail du décor d'une tombe ou d'un temple est commune au relief et aux peintures murales. Une fois la paroi égalisée et lissée, on recouvrait la surface à décorer d'un quadrillage. La taille et l'orientation du mur déterminent le sujet du décor. Puis, les figures sont esquissées à l'encre rouge sur cette grille. Une fois le dessin corrigé si besoin et validé, celui-ci est inscrit à l'encre noire. Là où l'on désire un relief, les sculpteurs prennent le relais et le coloriste applique par la suite les couleurs. Si l'on souhaite une peinture, on applique au préalable sur toute la surface la couleur de fond, en couche mince, suffisamment légère pour que l'esquisse soit toujours visible. On retrace les contours en noir avant d'appliquer aux figures les couleurs appropriées. Ces couleurs étaient déterminées une fois pour toutes pour chacun des éléments de la composition, y compris les hiéroglyphes. On termine la composition par les détails. Dans la sculpture, les Égyptiens utilisaient la technique du bas-relief, où les figures se détachent légèrement d'un fond uni. Ainsi que le relief en creux, où les figures sont taillées profondément dans la surface. Cette technique a l'avantage de bien accrocher la lumière et est donc préférée pour les décors exposés à la lumière du jour. Mais ils utilisaient aussi la technique du haut relief, où la figure se détache nettement du fond, aux 3/4 de leur volume. C'est une technique qui demande plus de travail et elle est donc plus rare. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais il y en aura plein d'autres. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour continuer cette introduction à l'art égyptien. D'ici là, portez-vous bien. Hotep!